Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien, sauf que je suis complètement sous l'eau. Je ne sais absolument plus où donner de la tête. C'est une immense folie du côté des annonces sur la tech en général et ici sur la partie TV en particulier. Et je dois forcément arbitrer parce que depuis le CES, il y a eu plein de choses qui se sont passées. J'ai eu pas mal de produits à tester et puis j'ai dû ensuite aller faire les annonces de Philips TP Vision. On retourne voir également les annonces de Samsung. On revoit aussi des annonces de TCL. Il nous manque le LG, il nous manque du Sony, il y a du Haier, il y a du Hisense. Bref, il y a une multitude de vidéos à venir à plus ou moins long terme parce que il y a de l'arbitrage que je suis tout seul. Mais dans cette vidéo-là, eh bien, on va se refaire un tour du côté des annonces de TCL qui se précisent et pour lesquelles, eh bien, j'ai désormais eu les prix de tous les modèles. Et puis, j'ai également eu des compléments d'informations sur la partie technique. Mais sur ce pur sujet de la technique, on n'a pas fini de s'en parler puisque je serai prochainement invité à Varsovie pour me prendre ma petite picouse annuelle. Tous les détails sur chacune des dalles, le backlight et puis voilà, ça va être l'occasion d'échanger avec Marek et ses équipes. On s'en reparlera à coup sûr, notamment à l'occasion de différents lives. Je vais donc ici commencer cette présentation de la gamme 2026 en vous reparlant d'un truc dont j'ai déjà parlé dans le cadre du CES, avec cette dénomination qui occupait vraiment beaucoup de place au moment du CES et qui va continuer d'occuper beaucoup de place dans les communications de TCL et peut-être même dans les linéaires, dans la bouche des revendeurs, d'où pour moi l'importance que vous ayez bien en tête ce qui correspond à ce terme de SQD mini LED pour Super Quantum Dot mini LED. Alors oui, vous allez aussi entendre parler dans les rayons et un peu partout du RGB mini LED, y compris sur la chaîne. C'était aussi massivement présent au CES, c'était déjà aussi dans les allées de l'IFA de Berlin en septembre de l'année dernière. Mais on va d'ailleurs ici s'en parler aussi du RGB mini LED avec un des modèles de chez TCL qui en est doté. Mais assurément, en 2026, TCL continue de croire à cette technologie LCD rétroéclairage mini LED plus conventionnel qui progresse et c'est pourquoi le SQD mini LED occupe la plus grosse partie de la gamme et c'est donc ce que vous allez massivement retrouver dans les magasins et sur les sites internet bien entendu avec cette mention qui va être associée au modèle C7L, C8L et X11L. Vous voyez que dans cette montée en gamme, il manque un modèle par rapport à ce que l'on connaît historiquement au sein du catalogue du constructeur, c'est le C9L qui devient tout simplement RM9L, comme vous l'aviez peut-être déjà identifié dans ma vidéo de janvier, dans laquelle on vous parlait donc de ce RM9L/C9L qui n'est autre en fait que le modèle qui exploite le rétroéclairage RGB mini LED, mais on reste sur un téléviseur à technologie LCD, on n'est pas sur du micro LED ou ce genre de choses. Pour ce SQD mini LED, TCL évoque notamment 3 évolutions majeures qui sont l'évolution côté rétroéclairage, on multiplie le nombre de zones, on améliore également la qualité des diodes et on améliore aussi ce qui est sur le dessus de la diode, à savoir la conception de la lentille qui est dessus. C'est déjà des phénomènes qui étaient sujets à évolution et à amélioration sur les précédentes générations. Et là, TCL atteint un gap supérieur. La qualité donc des Quantum Dots qui sont à l'intérieur de ces téléviseurs qui constituent là la deuxième grosse évolution. Et puis, troisième grosse évolution aussi, c'est le filtre couleur, color filter, qui serait également amélioré. Je vais vous détailler tout cela, mais je vais commencer par faire le point, je l'espère de manière pas trop ennuyeuse, sur cette logique de Quantum Dot, en commençant par ce sujet qui est important, mais qui fait aussi partie des sujets sensibles, parce qu'il est tout simplement à l'origine d'attaques, entre guillemets, à l'encontre de TCL sur la composition de ces boîtes quantiques qui sont dans les TV de la marque. Pour TCL, c'est un sujet sur lequel ils sont critiqués, notamment de la part de Samsung, qui accuse les modèles de chez TCL d'être de faux TV QLED, en n'offrant pas le niveau de pureté colorimétrique ou de luminosité attendu pour répondre à cette dénomination de
QLED, de téléviseurs dotés de vrais bons quantum dots. Et donc, il y avait des accusations, et notamment des accusations de publicité mensongère ou de filtres quantum dot de basse densité avec des matériaux en quantité insuffisante, etc. Ce filtre quantum dot, vous l'avez déjà sans doute vu sur certaines vidéos de ma chaîne YouTube, il se présente tout simplement sous la forme d'un panneau blanc qui s'intercale dans le sandwich des différents panneaux qui constituent la structure des téléviseurs LCD. Et c'est dans ce panneau que sont encapsulés ces éléments quantum dot. Alors, je vais revenir sur la progression et l'évolution qui concerne ce sujet-là, mais avant cela, je vous propose justement d'écouter la réponse de TCL en la voix d'Olivier Semenou, que vous connaissez sur la chaîne, quant à ces attaques, quant à ce qu'on peut entendre sur ces quantum dots au sein des TV TCL. Il nous a notamment évoqué le fait qu'il n'y a pas de définition claire. Néanmoins, cette année, Nano6 au CES de Las Vegas aurait pris la parole. Olivier se fait aussi porteur de ces éléments-là. Moi, je n'ai pas assisté à cette présentation de Nano6. Je vous propose donc d'écouter, encore une fois, les explications d'Olivier. Et justement, sur les quantum dots, on a revu la formule chimique. Alors, il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'un quantum dot. Donc, effectivement, les marques peuvent s'attaquer les unes et les autres en disant qu'il manque du mercure, en disant qu'il manque du phosphore ou du bromnium. Parce que ce qu'on a vu à Las Vegas, quand on était... Alors, certains d'entre vous ont eu la chance de voir Nano6 sur la scène à Las Vegas. Nano6, qui est le fournisseur de quantum dot, a bien dit qu'il développe des quantum dots au cahier des charges, c'est-à-dire à la demande de TCL, qui fait une formule, Nano6 les développe, à la demande des Coréens qui font une autre formule, Nano6 les développe. Donc à la fin, il est normal que chaque quantum dot n'ait pas la même composition. Et d'ailleurs, c'est même obligatoire en Europe. Des substances, on n'a pas le droit d'utiliser du mercure, par exemple. Donc on enlève le mercure du quantum dot et on le remplace par d'autres substances. Donc c'est pour ça qu'il y a un cahier des charges bien précis. Par contre, la difficulté, c'est que chaque fabricant ne révèle pas son cahier des charges. Chaque fabricant ne va pas vous donner son cahier des charges. Donc tout ça pour vous dire que le quantum dot ici a été amélioré, je reviendrai un peu dessus plus tard. Et on a globalement, pour schématiser et résumer, puisqu'on ne révèle pas notre formule, la composition, ce quantum dot est beaucoup plus dense qu'avant. Donc le quantum dot que Nano6 développe à la demande de TCL est beaucoup plus dense et mieux encapsulé, mieux protégé. Le fait qu'il soit plus dense, donc dans le quantum dot, c'est essentiellement du phosphore. Ça, tous les fabricants sont à peu près d'accord. Et d'ailleurs, la définition du QLED, c'est de dire, la seule définition à peu près normative du QLED, c'est de dire quand vous avez du quantum dot, vous devez atteindre plus de 93% du white color, du DCI-P3. À partir du moment où vous êtes à 94, vous pouvez claimer quantum dot QLED. C'est la seule définition à peu près où tout le monde s'accorde. Après, on peut s'attaquer sur la composition chimique, ça arrive. Mais la seule définition, c'est l'obligation de résultat, 94% ou plus du white color gamut. DCI-P3. Voilà pour cette précision qui peut-être ne vous a pas du tout intéressé. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, ça c'est de la tambouille interne de marketeux, de constructeurs, de rivalité, etc. Et finalement, c'est peut-être un peu trop un aspect presque politique. Mais bon, si vous en avez entendu parler, je tenais à vous partager cet élément de réponse pour lequel Olivier s'est quand même un petit peu mouillé, entre guillemets, en partageant ce point de vue. J'en reviens donc cette fois-ci à la partie DAL SQD Mini LED qui intègre plein de choses et plein d'évolutions avec cette première comparaison, différentes comparaisons qui se succèdent dans la présentation, on va le voir, mais cette première qui démarre où on voit que ici, on a une comparaison qui est faite entre des conventional QLED, qui est opposé à la dernière génération de panneaux. Mais Olivier nous précise bien que cette partie conventionnelle, ce ne sont pas des panneaux QLED de qualité très quelconque. Ils disent, c'est juste, on a comparé les évolutions de notre dernière génération de SQD Mini LED, et donc cette dernière génération qui est la génération 8, versus la précédente génération qui était la génération 7. Et on a donc des améliorations du quantum dot qui vont être encapsulées dans le film, comme je vous l'ai dit, avec la promesse d'un risque de dérive colorimétrique qui serait réduite de
69%. On passerait à 1 milliard de couleurs et une pureté des couleurs, des couleurs, je vais y arriver, de l'ordre de 95% sur tout le panneau. Alors là-dessus, vous le savez ce que j'en pense, c'est toujours le coup de la lessive qui lave plus blanc que blanc. C'est-à-dire que tous les ans, on a des propos qui tentent à nous montrer qu'il y a des évolutions. Ok, très bien, elles sont là, mais à chaque fois, on dit, ouais, regardez, on améliore. Ok, très bien si c'est le cas. Mais je vous rappelle quand même que TCL nous disait déjà par le passé sourcer ses diodes de rétroéclairage de manière super sélective, de façon à obtenir la meilleure des uniformités pour le rétroéclairage de ces téléviseurs. Bon, voilà. Vraie promesse, on le vérifiera lors des tests. En tout cas, si ça progresse encore, en vrai, j'ai juste envie de dire, tant mieux. Enfin, ça va sans doute améliorer la qualité de l'image et ça va sans doute permettre aussi de lutter contre un phénomène qu'on peut parfois encore un petit peu percevoir, c'est ce phénomène de vignettage, d'objets, d'uniformité de la dalle qui est remise en question. Et vignettage, c'est le côté un petit peu bordure noire, effet un peu d'ombre sur les côtés du panneau, qui pourrait être évité, réduit, voire même totalement annulé. Je suis vraiment pas sûr qu'on en arrive à reproduire l'uniformité d'un panneau OLED avec ses pixels auto-émissifs, mais sait-on jamais. Sur l'ensemble des améliorations qui sont proposées ici, ça permet aussi à TCL de promettre une fidélité de la couleur qui est tout simplement exceptionnelle. Là, il nous parle d'une dérive qui est inférieure à un delta E de 0,99. Sur le papier, c'est juste parfait. On verra ce que ça donne au moment des mesures, une fois que j'aurai le téléviseur, avec les différents modes d'image qui vont être couplés à tout cela, et puis les différents artifices dans les traitements, et puis les modes boost qui peuvent s'appliquer, mais 0,99 pour le delta E sur cette dérive colorimétrique, c'est assez dingue. Faut savoir que sur les mesures, sur le delta E 2000 que je peux faire, lorsqu'on est sur un delta E 2000 moyen inférieur à 3, on considère que la reproduction des couleurs est parfaite puisque c'est la sensibilité de l'œil qui est remise en question. C'est-à-dire que l'œil n'est pas capable de voir la dérive colorimétrique sur une valeur inférieure à 3 entre la source et ce qui est réellement affiché. Voilà, ça c'est petite parenthèse également, petit rappel. Ce qui m'emmène à un autre point qui est mis en avant, c'est le deuxième point, c'est le fameux color filter, le filtre de couleur qui recrée l'image au niveau du pixel. Lui aussi, il a été amélioré, ce qui devrait aussi contribuer au contraste et à la netteté perçue, voire aussi à l'amélioration des angles de vision et donc l'amélioration, la réduction des risques de blooming. C'est un petit peu ma perception, c'est un petit peu ma compréhension que j'en ai. Il n'est pas impossible que ces améliorations aient un impact également bénéfique sur la partie spectrale de la dalle. Là encore, interprétation de ma part, Olivier ne tient absolument pas ces propos-là, mais c'est des choses peut-être sur lesquelles je pourrais échanger avec les équipes à Varsovie, et puis ensuite j'en discuterai avec Cédric Louis aussi lorsqu'il fera ses mesures. Là, ce qu'on nous montre sur les slides et ce que ce color filter de nouvelle génération est censé apporter, c'est tout simplement une meilleure décomposition ou une meilleure reproduction de chacune des couleurs, chacune des sous-couleurs RGB qui vont permettre de constituer les pixels. On voit bien que on a vraisemblablement un rouge, un vert et un bleu qui sont reproduits de manière plus pure, plus séparés, et donc éviter tout simplement que les couleurs bavent un petit peu les unes sur les autres. Donc une maîtrise de la reproduction des couleurs et les améliorations sur les quantum dots vont sans doute aussi être à l'origine de l'une des promesses fortes de cette technologie SQD Mini LED, qui est la couverture du volume couleur BT2020 à 100%, qui n'est donc pas exclusivement réservé à l'autre technologie de rétroéclairage qui est le RGB Mini LED. On voit bien qu'on a également cette technologie plus conventionnelle pour les téléviseurs LCD qui évolue et qui va nous promettre également d'accéder à ce super volume couleur. Ces premiers bénéfices, avantages, développements qui nous ont été présentés par Olivier, seraient pour l'instant, si on en croit également notre porte-parole, réservés à TCL, bien entendu, en lien avec sa proximité, avec sa filiale de production qui est TCL CSOT. Les autres constructeurs marques qui sollicitent également TCL CSOT dans l'achat de panneaux LCD, on pense notamment à du Samsung par exemple, ne pourraient pas bénéficier du même niveau de dalle. Là aussi, c'est ce qui nous a été partagé.
Je vous en ai aussi parlé lors du CES, mais ces téléviseurs vont aussi profiter de la seconde génération de panneaux dits WHVA, soit du Wide Viewing Angle, et on sait aussi, surtout je vous le rappelle, que HVA étant la dénomination chez TCL CSOT des panneaux VA, Vertical Alignment, on n'est pas sur des panneaux IPS ici, et ensuite, eh bien, WHVA pour les très larges angles de vision. La dénomination Cristoglow qu'on avait sur les modèles de l'année dernière, visiblement, va être un petit peu, entre guillemets, mise sous le tapis. C'est pas quelque chose dont on pourrait réentendre parler cette année. Voilà, donc ça c'est Cristoglow, pardon, c'était la notion de filtre anti-reflet. Il y a toujours un filtre anti-reflet qui est présent. J'ai toujours trouvé que les téléviseurs brillaient un petit peu. On y reviendra peut-être dans un second temps. On s'en parlera à l'occasion des tests. Toutes les améliorations également que j'ai abordées juste avant, qui sont intégrées dans ce panneau WHVA 2.0, permettent à TCL CSOT d'annoncer un contraste natif de 7000 pour 1. Et on retrouvera WHVA 2.0 sur le X11L et aussi sur le RM9L qui est le mini LED RGB et le C8L qui est sans doute la gamme la plus populaire. Alors juste une précision, c'est que si le WHVA2 dans sa dénomination exacte d'ailleurs, qui est WHVA2 Ultra Panel, s'il est présent sur le X11L, il va être présent dans une configuration en plus dite zéro border. Souvenez-vous, sur C8 et C9, c'est quelque chose que j'avais déjà trouvé très savoureux, très joli. On a vraiment une surface d'affichage qui occupe tout le panneau. On a des bordures noires qui sont extrêmement réduites. On a le cadre qui finit ce téléviseur de manière assez jolie pour des téléviseurs un peu plus grand public, assez accessible. Je trouve que c'est quand même très très réussi. Mais le RM9L dans sa version notamment 115 pouces, eh bien lui conserve des bordures noires assez visibles. En même temps, on est sur un 115 pouces. WHVA2, donc Ultra Panel, il n'est pas impossible que j'en apprenne un peu plus aussi à Varsovie. Ce qui est sûr déjà pour le C7L, c'est que même s'il est dans cette gamme avec cette dénomination SQD mini LED, eh bien la dalle dont il est équipé est une dalle HVA2 Pro. On n'est pas sur une dalle WHVA2 Ultra Panel. Il y aura une petite distinction également, distinction technique et distinction sur le design, puisqu'on va pas avoir des bordures ultra fines, le fameux zéro border ou virtually zéro border. Je vais y revenir dans le chapitre qui va être consacré à ce modèle-ci en vous partageant justement les caractéristiques techniques et les prix. La génération 8 des panneaux permet donc, au travers des différentes évolutions, d'atteindre un pic de luminosité supérieur, comme on va le voir, et ça, eh bien, c'est contextualisé. On nous dit, oui, on a désormais des nouveaux chipsets qui contrôlent les diodes et qui permettent donc d'améliorer cette luminosité de l'ordre de 53,8%. On aime les chiffres à virgule chez TCL, c'est bien, on n'arrondit rien, mais c'est ce qui se traduit donc par plus de luminosité, ok, mais surtout, moi, le point qui m'intéresse le plus, c'est ce qui se passe devant, à savoir la capsule qui entoure cette diode ou la lentille qui tout simplement est chargée de diriger le flux lumineux. Parce que pour moi, je vous le dis, c'est un point qui est extrêmement important. Faire des téléviseurs qui envoient très très fort en matière de luminosité, c'est déjà une compétence, mais a priori, c'est pas la plus compliquée de toutes. Je peux me tromper, mais ce qui est surtout compliqué, c'est de nous offrir ensuite une image qui est extrêmement précise, qui est extrêmement bien drivée pour avoir une bonne colorimétrie, une image nette, précise, des beaux contrastes et surtout réduire le risque de blooming. Je vous avais partagé déjà ces informations pour la gamme de l'année dernière, ces fameuses lentilles qui justement encapsulaient les diodes, avec les tableaux qui m'avaient été partagés par les équipes en Pologne, et je vous avais à ce moment-là déjà abordé cette dénomination de SCML pour Super Condensed Micro Lens, eh bien celle-ci, elles évoluent encore dans leur conception, et ce qui permet donc, là aussi, quelques chiffres à virgule, de nous annoncer, à TCL d'annoncer une progression de 46,9%, je vous l'ai dit, c'est pas 47, c'est 46,9%. Donc voilà, ça aussi, ça progresse. Vous allez me dire, ok, c'est bien, ça me fait une belle jambe, tous ces chiffres-là, encore une fois. Sauf que là encore, il vous suffit tout simplement de prendre un petit peu tous les avantages que j'ai évoqués jusqu'à maintenant.
les quantum dots, le panneau, les angles de vision, la densité, je vais y revenir dans les caractéristiques techniques, la meilleure colorimétrie, la meilleure uniformité. Et ben tout cela, ça fait que on va avoir un panneau de génération 8, et j'oubliais bien entendu WHVA2 Ultra Panel et les lentilles. Tout ça fait que on va avoir techniquement un produit qui semble évoluer plutôt dans le bon sens, avec des choses qu'on pourrait retrouver assez concrètement. Si c'est pas le cas, ça va être dommage, mais encore une fois, moi j'ai des attentes sur ce boost qui est permanent, qui est toujours promis. Comment ça va être géré du côté de ce phénomène du crosstalk? Est-ce qu'on va avoir des couleurs qui vont baver? C'est compliqué, hein, le LCD, c'est vraiment une techno. Quand on commence à envoyer beaucoup de luminosité et beaucoup de couleurs et de saturation, il faut maîtriser tout ça. Donc, faut faire gaffe. Donc, j'ai hâte de voir. En tout cas, c'est aussi l'une des promesses de ce super micro condense lens, c'est de bien diriger la lumière. Tout cela, mis bout à bout, je pense qu'on peut se dire que TCL a plutôt pas trop mal travaillé. Un dernier petit truc que j'ai envie de mettre ici en avant, que TCL met aussi à l'avant à chaque fois, tous les ans, c'est cette fameuse distance optique. Donc cette année, on va être à nouveau sur un micro OD, c'est la distance optique qui sépare le rétroéclairage du panneau LCD. Cette distance, elle se réduit encore. On serait sur du 5 mm sur la gamme X11L sur certains modèles, je pense. On sait qu'on va avoir des diagonales et des gammes de produits sur lesquels cette distance, elle va évoluer. Ça peut être de l'ordre de 2 cm, de 3 cm, ça peut être sur du 5 mm également. Mais ça permet en tout cas à TCL, pour certains produits, certaines gammes, de revendiquer aussi des téléviseurs qui non seulement n'ont pas ou très peu de bordure, mais qui restent également fins sur toute la hauteur du TV, à savoir qu'on est de l'ordre de plutôt de 2 cm d'épaisseur. Quelques mots maintenant sur forcément un point qui est très important et que j'avais déjà commencé à aborder, sur le processeur. Voilà, avec les mises en garde que j'aime bien et que vous dénichez par-ci par-là, c'était déjà le cas au moment du CES. Marek m'avait déjà dit un peu en coulisses que cette année, il se pourrait qu'il y ait du découpage au sein de la gamme avec des processeurs différents en fonction des modèles. Un point que j'avais aussi essayé de vérifier sur place, en allant scruter un petit peu les connecteurs derrière les TV des modèles qui étaient exposés, mais c'était les modèles américains. Ils avaient un lancement un petit peu en avance par rapport à nous. Et du coup, TCL France a dit, ouais, on t'invite plutôt à patienter là-dessus. Bon, in fine, il s'avère que c'est vérifié. On aura désormais des téléviseurs qui seront toujours dotés de 2 prises HDMI 2.1 et 144 et 2 prises HDMI 60. Et puis, il y en aura d'autres qui auront 4 prises HDMI 2.1 et 144. Mais ça, je vais y revenir dans la partie détail. Sur la partie processeur, les SQD Mini LED embarquent donc cette fameuse puce qui va varier entre du Pentonic 700 et du Pentonic 800, mais qui, dans son ensemble, va désormais porter le nom de TSR pour TCL Super Resolution, et même TCL Super Resolution 2.0, si on en prend un petit morceau de texte qui traîne dans la slide, et qui va gérer donc tous les traitements habituels qu'on connaît, avec des choses qui progresseraient, notamment sur la partie volet intelligence artificielle, AI Color, AI Contrast, AI Clarity, AI Motion, AI Upscaling et AI Sound. N'en jetez plus. La coupe est pleine. En tout cas, Olivier nous assure que ces TSR sont des processeurs développés selon les cahiers des charges de TCL, mais naturellement, ça reste des puces MediaTek, des Pentonic 700, des Pentonic 800. Mais alors, attention, parce que c'est ce que je vous disais, C8L, X11L et RM9L sont dotés de ces processeurs TSR et IPQ, comme on peut le remarquer dans les fiches techniques, mais c'est aussi dans les fiches techniques qu'on peut voir qu'il s'agit d'une puce MediaTek MT9655, qui est la référence pour le Pentonic 800. Et ça, eh bien, je le dis ici parce que j'ai pensé à aller le vérifier, mais sur le C8L dans sa version 55 pouces, eh bien, sur la fiche technique, il est indiqué qu'on est exactement sur la même puce. Vous savez que par le passé, on avait des 55 pouces de la série C8 qui étaient
pas tout à fait raccord avec ce qu'on pouvait avoir sur les autres modèles de la gamme, à partir du 65 notamment, eh bien visiblement, ces produits qui étaient un petit peu castrés, cela ne devrait plus être le cas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, mais attention, il faudra vérifier aussi avec les tableaux que les ingénieurs en Pologne vont me livrer, vont me donner, parce que il y a plus de niveau de détail. La granularité va un petit peu plus loin. En revanche, côté du C7L, on retrouve cette fois-ci toujours sur la partie fiche technique, et donc sous-entendu ce que vous allez retrouver sur le site internet, mais aussi en magasin, la dénomination TSR et IPQ, mais la petite mention, enfin la petite référence de la puce cette fois-ci, c'est bien MT9653, soit une Pentonic 700, donc restriction sur les prises HDMI avec seulement 2 HDMI 144. Mais pas seulement, parce que là, je vais faire le parallèle avec le sujet que j'avais commencé à aborder dans le cadre des vidéos de chez Philips TP Vision. Je les ai vus à Berlin et il y avait les gens de chez Dolby. Vous pouvez aller regarder ces vidéos, elles sont disponibles sur la chaîne. Et bien, lors de cet événement, les gens de chez Dolby me disaient que pour l'heure, actuellement, seule la puce Pentonic 800 avait été certifiée comme pouvant supporter les contenus Dolby Vision 2 et Dolby Vision 2 Max. C'est pour l'instant qu'un effet d'annonce. On est sur un truc qui est quand même pour moi toujours aussi prématuré, ça avance quand même très doucement, et eux, ils ont encore rien à me dire sur les autres puces qui pourraient être compatibles, et ils me disent à chaque fois, allez vous adresser aux fabricants de puces. Et du coup, j'ai posé la question à TCL avec ces infos en tête, et ils m'ont bien confirmé que le C7L chez eux, en l'occurrence, ne sera pas compatible Dolby Vision 2. Donc ça, c'est dit, on n'aura pas la mise à jour qui est attendue pour le courant de l'été sur C8L, X11L et RM9L, qui sont les 3 modèles qui seront dotés de ce processeur Pentonic 800, auront une mise à jour qui activera le Dolby Vision 2 et Dolby Vision 2 Max en fonction des modèles, mais ça ne sera pas sur le C7L. Donc peut-être un argument également à garder en tête au-delà de la simple connectivité HDMI 2.1. Enfin, il y a un autre sujet pour moi, c'est que le Pentonic 700, il commence à se traîner maintenant son petit paquet d'années, et on sait que même s'il existe des firmwares un petit peu plus efficaces qu'on peut trouver sur certains canaux pour améliorer la qualité des téléviseurs TCL. Alors sachez-le, vous pouvez aussi passer par le SAV pour obtenir une mise à jour officielle si jamais vous ne voyez rien venir sur votre téléviseur. Mais on a quand même des mises à jour série V500, quelque chose qui ont quand même pas mal amélioré les choses en fonction des modèles, des dates, etc. Donc voilà, il y a tout un manque à gagner, entre guillemets, avec le fait que ce ne soit pas du Pentonic 800. Je pense que ça va, par rapport aux années précédentes, peut-être encore renforcer un peu cet écart dans la construction de la gamme entre un C7 et un C8, mais sachant qu'on a plus de C9 et qu'on a un RM9L qui va être quand même très cher par rapport à ce que pouvait être un C9 peut-être par le passé, on a une construction de gamme qui techniquement se tient. En matière de tarifs, on va voir. Peut-être que le C8 va gagner encore plus de notoriété, va être encore plus perçu comme un super modèle par rapport à un C7 qui sera un petit peu moins disant cette année. Voilà, tout ça, c'est un petit peu mes réflexions à chaud. De toute façon, le C8 étant ce qu'il est, dans les performances qu'il propose, dans les opérations commerciales qu'on a pu trouver autour de ce produit-là, voilà, on a quand même un beau bébé. Mais pour autant, il faut maintenant que je vous parle de chacun des produits, parce que ça va vraiment dépendre du budget que vous allez pouvoir consacrer à tout cela. Et donc, je démarre ici avec la présentation C7L et C79L. Oui, on va toujours retrouver ces dénominations à 2 chiffres qui pourront être employées par certaines enseignes pour bien se distinguer dans les ventes. Ça, c'est tout simplement une logique un petit peu de reporting. Et donc C7L ou C79L, si vous débarquez maintenant ici par le biais du chapitrage, je le rappelle, on est là sur un produit qui porte sur une gamme qui porte la même dénomination SQD mini LED, mais qui a des réelles différences côté processeur. D'abord, on est sur du Pentonic 700 contre du Pentonic 800 pour les autres modèles. Autre changement également, le panneau, je l'ai dit, WHVA 2.0 Ultra Panel pour les gammes supérieures. Ici, pour le C7, c'est HVA 2.0 Pro Panel, mais si, là aussi, vous avez encore en tête mes shorts que j'ai publiés dans le cadre du CES, où on voyait cette courbe-là qui traçait les différentes évolutions de la dalle de type VA chez TCL CSOT, eh bien, on peut
vraiment se dire que les dalles HVA2 Pro ne sont pas à considérer comme des dalles WHVA de Gen 1 qui étaient présentes sur les produits de l'année dernière. C'est pas une évolution de ce truc-là. On a vraiment deux typologies de panneaux. On a WHVA qui suit son évolution avec désormais le 2.0 et on a les dalles HVA qui, elles aussi, parallèlement à cela, suit son évolution et donc c'est ça qui est intégré sur le C7L, c'est l'évolution de cette dalle HVA et non pas l'évolution du WHVA et c'est pas non plus du WHVA Gen 1 rebadgé qui aurait été ici intégré dans le C7L puisque, je vous le rappelle, il n'est pas doté de cette conception dite zéro border. On retrouve aussi, par contre, sur ce C7L, une partie audio Bang et Olufsen qui devrait être moins disante que ce que l'on va retrouver sur d'autres produits, là aussi de gamme supérieure. Et je vous donne rendez-vous encore une fois à la mi-mai pour faire le point sur tout ça, puisque je devrais avoir un tableau qui récapitule tout ça. Moi, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que cette gamme, elle sera déclinée en 55, 65, 75, 85 et 98 pouces. On n'a pas de 115 pouces pas de nouveau 115 pouces, devrais-je dire, qui est annoncé cette année, puisque le C7K reste en gamme dans sa version 115 pouces. On ne renouvelle pas de telle diagonale d'écran, mais en tout cas, si vous avez besoin d'un produit immense sur ce segment de prix, ce segment de gamme, eh bien TCL le proposera toujours. Le 55 pouces, c'est 2700 nits annoncés pour 800 zones de rétroéclairage. Je vous rappelle que chez TCL, une diode égale une zone. 65, 75, 85 et 98 promettent pour les 4 une luminosité en pic de 3000 nits, ça ne change pas. En revanche, le 65 pouces affiche 1152 zones. Le 75 pouces aurait un rétroéclairage composé de 1352 zones. Le 85 pouces aurait 1624 zones et le 98 pouces compterait 2176 zones de local dimming. Et alors, tout ça, combien ça coûte ? Le 55, sera affiché à 1099 €. 65 pouces, on ajoute 400 € pour 1499 €. Le 55 pouces va aller talonner les 2000 € avec 1999 €. Le 85 passe à 2299 € et le 98 à 3299 €. Voilà, on y arrive. Ça, c'était pour la série C7L. Allez, on s'accroche, on tient la rampe, on va attaquer maintenant le produit qui sera, encore une fois, je pense, le plus volumique. En tout cas, c'est ce vers quoi je m'orienterais si j'étais vous. Mais encore faut-il avoir les budgets. Bref, allez, C8L, C89L devrait être le mass market en SQD mini LED. Et là, pour le coup, il y a du changement par rapport à l'année dernière sur plein de choses. Commencez donc par ce panneau WHVA 2.0 Ultra Panel, du BT2020 couvert à 100%, un système audio Bang et Olufsen qui là aussi évoluerait. Mais moi, ce que je préfère, et ce que vous allez préférer aussi, eh bien, c'est le processeur TSR AI PQ processeur Pentonic 800 qui sera disponible vraisemblablement donc sur toute la série 55 pouces compris jusqu'au 98 pouces. Et alors, qu'est-ce que ça donne en matière de luminosité et de zone? Le 55 pouces, c'est 3000 nits annoncés pour 1008 zones. Et vous allez voir que le gap, il est quand même assez sérieux encore avec le 65 pouces qui, lui, annonce une luminosité à 5000 nits pour 2040 zones, un 75 pouces qui est lui à 5500 nits pour 2584 zones, 85 pouces 6000 nits pour 3200 zones, 98 également, on est sur 6000 nits et 4032 zones. Waouh, ça en fait des chiffres, hein. Et j'ai pas fini parce que maintenant il faut que je vous donne les chiffres qui vont juste avant la mention euro, ces nombres-là qui sont pour du 55 pouces, on sera sur 1199 €. Lui, je sais que vous allez attendre pour certains d'entre vous qui passent sous les 1000 €. Est-ce que ce sera tout de suite? J'en sais rien. Le 65, il sera lui annoncé et commercialisé avec ce prix public indicatif de 1799 €. 75,
on passe à 2199,85 €, 2799,98 €, 3799 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Est-ce que vous trouvez ça bien trop cher? Pas que ça va pas, qu'on va attendre, etc. Exprimez-vous. Mais c'est les évolutions. Ce sont les évolutions ici technologiques cette année avec une autre gamme qui, comme je l'ai dit, a été renommée. C'est que le C9 bye bye et bonjour le RM9L qui, lui, donc, eh bien, est d'une structure au niveau de son rétroéclairage radicalement différente puisqu'on passe sur du mini LED RGB. Et là aussi, si vous aviez été attentif, donc comme j'ai commencé à le dire dans mes vidéos tournées au CES, le RM9L s'intercale entre le C8 et le X11L, car vous allez voir que malgré le fait que ce soit un RGB mini LED et que certains en attendent peut-être beaucoup de cette technologie, eh bien il est techniquement moins bon que le X11L qui lui est SQD mini LED. Je vais juste apporter une autre précision également qui est très importante, c'est dans la communication cette fois-ci de TCL. Jusqu'à présent, on se parle de local dimming pour tous ces modèles-là, puisque chacun utilise des mini LED, qu'elles soient à composante unique d'une diode bleue ou qu'elles soient de triplettes type RGB, ça reste des mini LED. Elles ont des tailles un petit peu différentes, voire très différentes, mais ça reste de la mini LED. Elles s'illuminent en fonction de ce que commande le système électronique, la gestion électronique du téléviseur, mais il va y avoir un changement, c'est que chez TCL, pour ces diodes-là et ce système de zones, ils vont les appeler des color zone, c'est-à-dire que chacune des diodes RVB qui composent le backlight du TV est qualifiée comme étant une zone. Chez Hisense, par exemple, la communication n'est pas la même du tout puisque eux parlent de light zone, c'est-à-dire que chaque zone chez Hisense correspond au module que j'appelle encore une fois souvent le triplet RGB qui intègre les trois couleurs. Donc si vous voulez comparer strictement les chiffres de TCL à ceux de Hisense, eh bien, il va tout simplement vous falloir multiplier les chiffres de Hisense par 3 pour rejoindre la communication de TCL avec ses color zones qui, eux, considèrent que le rouge est une zone, le bleu est une zone et le vert est une zone. Moi, j'ai un avis bien particulier et bien défini là-dessus qui pourrait encore évoluer d'ailleurs au moment de cette rencontre avec les équipes techniques à Varsovie. Et pour l'instant, je trouve que la position de TCL n'est pas celle que j'ai plus envie de soutenir, car on sait qu'un téléviseur, et je vais faire très court ici parce que je pense y consacrer une vidéo, mais un téléviseur Ultra HD 4K est composé de 8 millions de pixels, et à moins qu'il y ait un truc qui m'échappe, quand on annonce quelques milliers de color zones, quand bien même on se parle de 8736 color zones pour le 85, je vais vous donner les autres juste après bien entendu, on comprend bien que chaque zone de rétroéclairage qui compose donc le rétroéclairage du téléviseur LCD qui lui compte 8 millions de pixels, eh bien va devoir adresser plusieurs sous-pixels. C'était déjà le cas naturellement de ces systèmes de rétroéclairage mini LED classiques avec du quantum dot, avec le color filter. Mini LED RGB, on n'a plus le quantum dot, et je vous en avais parlé notamment, je crois, dans la vidéo du C9K où je vous évoquais justement la densité de pixels par diode, c'est-à-dire combien une diode éclairait de pixels et comment justement ensuite toute la structure du panneau LCD devait se comporter, ou en tout cas comment on pouvait associer ces deux composantes techniques et qu'est-ce qu'on pouvait en attendre. Mais je trouve que là-dessus, TCL la joue un petit peu trop marketing. Là, ils sont vraiment dans l'excès, peut-être aussi justement parce qu'ils ne veulent pas donner des chiffres qui soient trop loin justement d'un X11L par exemple, ou même trop loin pour le coup d'un C8L, parce que si on devait diviser les chiffres que je vais vous donner par 3, vous allez voir qu'on va vraiment redescendre finalement très bas dans les annonces de ce que seraient des zones, donc color zone pour TCL, light zone pour Hisense. Je sais pas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt raccord avec l'approche Hisense. Je ne critique pas spécialement l'approche TCL,
mais il va falloir qu'ils me l'expliquent et qu'ils expliquent aussi comment ça fonctionne, parce qu'il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais je trouve que c'est un petit peu plus border. Bon, bref, je m'emballe peut-être un peu, je vais sans doute en perdre certains d'entre vous, et puis surtout, j'ai besoin de voir les choses, j'ai besoin qu'on me les explique bien précisément, j'ai besoin d'être sûr de ce que je raconte pour ensuite vous les vulgariser au maximum, et ne pas faire de dérive dans mes propos, et là, c'est pas de la dérive colorimétrique. Allez, sur ce RM9L, donc le 85, je vous l'ai dit, c'est 8736 color zone et une luminosité en pic plutôt pas mal. On est sur du 4000 nits. Le 98 pouces, c'est 11520 color zone pour 6000 nits et le 115 pouces, c'est 16848 color zone pour du 9000 nits. Là, on est déjà sur quelque chose, il y a moyen de prendre un peu des couleurs face à son téléviseur. Et ouais, pourtant, le X11L, il va lui encore plus loin. Et je vais y revenir, mais cela, c'est tout simplement... Enfin, je vais y revenir, mais avant d'aborder X11L, il faut que je vous partage les prix du RM9L. Là aussi, accrochez-vous bien. Bon, parce que le 85 pouces, c'est 5999 €. 98 pouces, c'est 7999 €. Et 115 pouces, c'est 12 999 €. Finalement, 115 à 12 999 €, ouais, c'est une coquette somme. Mais dans un contexte plus actuel et dans un marché plus actuel, je vous rappelle que le micro RGB de Samsung, c'est 29 999 €. Donc c'est 30 000, c'est 30 000 € chez Samsung. Et puis voilà, donc à vous de voir si c'est si vous allez plutôt être team 13 000 € mini LED RGB chez TCL, ou si vous êtes plutôt team micro RGB chez Samsung, qui revendique naturellement pour Samsung une maîtrise du rétroéclairage bien supérieure, parce qu'on est vraiment sur des micro segments lumineux. Là aussi, je vous en ai parlé et vous pouvez retrouver la vidéo complète et l'analyse de tout cela sur la chaîne. Il n'y a aucun problème. Allez-y, c'est dispo. Allez, X11L, cette fois-ci, j'attaque le flagship successeur du X11K avec désormais l'arrivée d'un modèle de 75 pouces, une nouvelle taille. C'est cool ça, nouvelle taille qui s'ajoute au 85 et au 98 pouces. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Système audio Bang et Olufsen avec barre de son en façade. Je vous l'ai également présenté là aussi dans le cadre du CES de Las Vegas. WHVA 2.0, Ultra Panel, et un truc dont je vous ai pas parlé chez les autres, mais qui s'applique naturellement au reste de la gamme. Dolby Atmos Flex Connect, IMAX Enhance, HDR10, 10+, Dolby Vision 2.0. C'est pas sur la slide, mais Olivier nous a bel et bien confirmé que la certification arriverait à l'été. Et là, c'est amusant parce que j'ai déjà eu des petits gens qui m'ont dit « Ouais, mais bon, les mises à jour chez TCL, étant ce que c'est... » Ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que réellement ils vont nous déployer le truc? Au-delà des mises à jour que l'on attend un peu tous, entre guillemets, de manière continue durant l'année, il est vrai que là aussi, c'est pas moi qui vais vous reprocher d'avoir ce type d'attitude, parce que la mise à jour du Dolby Atmos Flex Connect, elle a été extrêmement longue à arriver. À qui la faute? À TCL exclusivement, à Dolby aussi, peut-être, parce que franchement, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe autour du Dolby Vision 2 et à quel point Dolby, franchement, est léger sur sa communication, sur les boucles de démo, vous vous rendez compte qu'on n'a toujours rien vu de franchement très très concret. Moi, j'ai vu des trucs, c'est de la simulation. Je peux pas leur taper dessus parce que visiblement, ça va arriver assez vite avec iSense. On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses de tout cela. Mais j'ai parfois l'impression que ces industries, ces industriels, ces gars-là, mettent la charrue avant les bœufs, et forcément, il y en a d'autres qui accompagnent le mouvement. TCL en fait partie lorsqu'il s'agit souvent de technologies Dolby, qu'elles soient consacrées à l'image liée au Dolby Vision, qu'elles soient consacrées à l'audio avec le Dolby Atmos Flex Connect, qui a été annoncé il y a longtemps maintenant sur un IFA. Je parle bien d'un truc d'il y a 3-4 ans. Et pourtant, ça a tardé à arriver. Il y a toujours un seul produit avec les Z100. Il y a une question de basse désormais, parce que j'ai eu une démonstration des Z100, et puis j'ai eu aussi la démonstration avec l'intégration du caisson de basse. Petite parenthèse, oui, ça fonctionne correctement, on a quand même un petit effet de spatialisation qui est plutôt sympa, mais moi je leur ai relayé le point, j'aurais dit, moi sur mon Discord, j'ai plutôt l'impression que les gens, sur cette partie Dolby Atmos Flex Connect et sur cette gamme Z100, eh bien, vous étiez plutôt en attente d'une voix centrale plutôt que le caisson de basse. Alors oui, le caisson de basse a son importance, mais quand on a des satellites qui déjà apportent un petit peu de basse, on a surtout envie de se
de ne pas avoir à solliciter l'audio du téléviseur comme voix centrale. Or, lorsqu'on regarde dans les menus pour activer le Dolby Atmos Flex Connect, que je n'ai pas eu à la maison, eh bien, il est impossible de faire Dolby Atmos Flex Connect uniquement. On a forcément les haut-parleurs, le système audio du téléviseur qui est pris en compte, qui lui se dit « Ok, bon bah moi je deviens juste voix centrale, je ne fais rien d'autre. » Est-ce que c'est réellement le cas ou pas? J'en sais rien. Dans la démo qu'on a eue, on a quand même eu l'impression que lorsque justement les voix doivent prendre un peu le pas sur le reste, et cette voix centrale doit prendre un peu le pas sur le reste, bah que la différence de qualité entre les satellites et le système audio du TV, en fait, ça se perçoit assez rapidement. Donc, j'aurais préféré, clairement, que TCL nous dise, OK, on arrive avec un système voix centrale, et c'est là que j'ai envie de dire coucou LG, parce que, eux, ils ont compris. Eux, ils ont vraiment fait un système audio qui intègre également une barre de son et tout ça. Je vous en ai parlé aussi dans le cadre des annonces CES. Et pour le coup, je trouve que leur solution, elle est beaucoup plus pertinente, sauf que, là encore, stratégie Dolby, stratégie des marques, ça peut être les deux, encore une fois, mais dans les modes de certification, de validation des produits, visiblement, Olivier nous disait que il ne leur est pas permis aujourd'hui de rendre les produits interopérables entre les marques. C'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir un système Dolby Atmos Flex Connect de chez LG avec un téléviseur Dolby Atmos Flex Connect de chez TCL. Et ça, c'est quand même une dinguerie. Alors, ça peut s'entendre parce que, naturellement, quand je dis aux marques, quand moi j'ai dit aux gens de chez LG, ouais, mais c'est quand même dommage de faire un truc Dolby Atmos Flex Connect et de nous dire que finalement c'est un standard qui est pas un standard et que finalement ça reste un espèce de truc à technologie Dolby Atmos Flex Connect à usage propriétaire. C'est quand même assez dommage et débile. Mais leur réponse, elle est tout aussi claire. Et en tant qu'industriel, ils me disent, oui, pourquoi moi je vais aller me préoccuper de ce que fait la concurrence et rendre mes téléviseurs compatibles avec des systèmes audio de la concurrence. Bon, voilà. Allez, je vous ai pas perdu, hein. Enfin peut-être, mais en tout cas moi j'ai pas perdu le fil. Et donc je le rappelle, ça démarre sur du 75 pouces avec 9000 nits de puissance lumineuse en pic, donc autant que le plus performant des RM9L, donc 9000 nits, 11520 zones. Cette fois-ci, on se parle bien de zones. On n'est plus sur la logique de color zone puisqu'on n'est plus sur du backlight RGB mini LED. 10 000 nits pour le 85 pouces sur 14 400 zones pour le rétroéclairage et on est sur 20 736 zones exactement pour le 98 pouces et c'est 10 000 nits qui étaient annoncés initialement. C'était un petit peu le combo, le duo gagnant. 20 000 zones, 10 000 nits, c'était la promesse et les propos d'Olivier que vous pouviez retrouver dans les différentes vidéos que je vous ai partagées. Mais combien ça coûte? Là aussi, vous allez me dire, oui, combien ça coûte? Moi, ça m'intéresse. Le 75 pouces, c'est 4 299 €. 85 pouces, j'ai dit 75, 75, 4 299, 85, 6 499 €. 98 pouces, 8 999 €. Wouhou, ça tabasse un peu quand même. Je ne vais pas m'attarder ici sur l'évolution du C6K, néanmoins qui reste un mini LED, qui cette année passe au C6K Pro et qui conserve la logique de Dalmat pour le 85 et 98 pouces pour les deux plus grandes tailles.
Mais attention, si vous êtes à la recherche d'un téléviseur LCD rétroéclairage mini LED plutôt pied de gamme, parce que là, clairement aussi, j'ai pas envie de l'appeler bas de gamme, j'ai vraiment l'impression que ça a du sens. Ça a du sens pour un second téléviseur, dans une maison, mais seconde maison, ou même à une autre pièce, des pièces à vivre, un truc pour une chambre d'ado, un écran gaming, etc. J'y reviendrai sur ce C6K, peut-être un peu plus tard, mais ça a du sens, faut pas négliger ces produits-là. Ici, on a fait un focus sur vraiment les modèles importants et les modèles flagship, et je vous invite tout simplement maintenant à vous exprimer sur ce que vous pensez de tout cela. Qu'est-ce que vous retenez de cette gamme LCD, rétroéclairage conventionnel, rétroéclairage mini LED RGB pour TCL? Est-ce que justement le RGB mini LED vous intéresse, vous motive? Comment vous le voyez évoluer? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que pour vous c'est une année 1 qui pour l'instant, va vous tenir un petit peu à distance de cette technologie, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes prêt d'ores et déjà à sauter le pas parce que c'est tout simplement l'évolution que vous attendiez? Sachez que cette évolution, elle va prendre différentes formes aussi chez la concurrence. Si vous n'avez pas vu la vidéo de chez Hisense, elle est peut-être pas encore publiée, elle ne l'est pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Tout se fait en même temps, je vous l'ai dit, le rythme est infernal en ce moment, donc je vais publier aussi vite que possible différentes vidéos. Mais chez Hisense, par exemple, le RGB mini LED adopte la forme de téléviseur avec des dalles mat. Ça change pas mal de choses. Il y a du bon, il y a du moins bon. Côté tarif, on est très éloigné de ce que propose ici TCL. Hisense veut démocratiser cette technologie et c'est pourquoi je vous invite à aller également regarder cette vidéo. D'ici là, d'ici mes prochaines vidéos et mes visites notamment auprès des équipes de technique à Varsovie, je vous invite une nouvelle fois à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, réagissez dans la partie commentaires, rejoignez-nous sur le Discord et puis surtout, si vous avez aimé, même si je parle beaucoup, le like, le pouce, le boost, l'abonnement, le partage, bref, vous savez quoi faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, vidéo très complète, je sais faire que ça. Allez, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien, ciao!